Je vais commencer. Donc, merci à tous d'être présents pour cette conférence sur l'usage des sols, le climat et la biodiversité. Donc voilà, on est plus habitués, nous, citoyens pour le climat, à présenter ce genre de contenu sur des actions physiques. Mais vu le contexte actuel, on a un peu été obligé de revoir nos modes d'action, et c'est pour ça qu'on vient avec quelque chose de nouveau et avec ce format qui est accessible en ligne. Euh, on remercie la REFED dans le cadre de cette semaine étudiante du développement durable de nous donner la possibilité de faire cette conférence. Euh, donc voilà. Donc dans un premier temps, il va y avoir une demi-heure de présentation de ce contenu. Puis il y aura un temps prévu de questions-réponses. L'idée étant vraiment d'échanger tous ensemble. On est plusieurs de CPLC, de Citoyens pour le climat présents ce soir, donc n'hésitez pas vraiment à intervenir et à poser vos questions, parce qu'il y en a pas mal qui sont du pôle science, qui sont connectés ce soir. Donc l'objectif de la présentation, c'est de faire une présentation de la biodiversité et de l'érosion de celle-ci. Donc on va parler du lien étroit qu'il y a entre l'agriculture, l'utilisation des sols et la perte de biodiversité, et on va essayer de présenter quelques solutions. L'idée est d'avoir à la fin de cette présentation quelques idées concrètes sur toutes ces problématiques, mais aussi d'avoir quelques clés pour agir et voir que même s'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, il y a quelques initiatives qui existent déjà et qui fleurissent de plus en plus. Donc du coup, je vais juste vous rappeler que s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On a plusieurs personnes de Citoyens pour le climat qui vont les rassembler et qui les poseront à la fin pour alimenter les échanges. Donc voilà. Donc avant de commencer, je vais rapidement me présenter et surtout présenter CPLC. Donc Citoyens pour le climat, c'est un collectif apartisan et avec un fort ancrage local. Le collectif est né en 2018 suite à la démission de Nicolas Hulot, qui se plaignait alors de ne pas avoir derrière lui une société civile pour le soutenir. Et ça a été un déclic pour nous, et ça nous a conduit à nous impliquer, notamment au travers de la première marche pour le climat, qui a vu la constitution de ce collectif. Ce collectif, il a des fondamentaux à respecter, donc une information fiable, et il a une volonté de diffuser des actions qui vont avoir des impacts concrets et qui sont appuyés sur ces informations. On a des revendications fortes qui sont portées par le collectif, donc l'urgence climatique, l'écocide ou la criminalité environnementale, etc. Parmi nos actions, il y a une coorga des marches dans de nombreuses villes en France et en partenariat avec d'autres associations. Des actions terrain, donc des plantations de forêt par exemple, et des actions de lobbying citoyen. Donc ça peut être auprès des maires avec la déclaration de l'urgence climatique, auprès des députés, donc par exemple un travail sur un amendement, donc par exemple sur la loi mobilité. Et actuellement, donc on travaille sur la réforme sur la réforme de la PAC, qui est essentielle et qui, on va le voir, est en lien avec ce qu'on va se dire pendant notre conférence. Les actions qu'on fait aujourd'hui au travers de cette conférence, donc, sont vraiment en rapport avec le pôle science et avec toute la partie médiation scientifique de Citoyens pour le climat. Donc, par exemple, on a fait la traduction de plusieurs rapports du GIEC qui n'ont à ce jour pas été édités de façon officielle en français. Donc, il y a aujourd'hui que ces traductions citoyennes. On a aussi fait des résumés de ces rapports que vous pouvez trouver sur le site de Citoyens pour le climat, et on a fait une vidéo qui résume en 5 minutes le rapport des 1,5 degrés. On a d'autres outils, donc le kiosque des sciences sur lesquels cette conférence est basée, ainsi que des jeux dérivés de ce kiosque des sciences. Enfin, on intervient dans des collèges, dans des lycées, des universités, et aussi dans des entreprises, et on organise des conférences débats, donc comme on peut le faire ce soir. Et donc moi je me présente, je m'appelle Guillaume, je suis ingénieur de formation. Je travaille aujourd'hui surtout sur des problématiques d'économie circulaire et d'allongement de la durée de vie des équipements électriques et électroniques. Donc je suis pas un grand spécialiste de la biodiversité. Je fais cette présentation en tant que citoyen et médiateur scientifique de CPLC, et avec ma compréhension scientifique du problème. On a parmi nous ce soir d'autres médiateurs scientifiques, donc Aline qui assure également la modération de ce webinaire, et que je remercie, ainsi qu'Olivier, Clémentine et O, qui sont également présents ce soir et que je remercie également. De quoi on va parler aujourd'hui? On va définir la biodiversité dans un premier temps, pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est, parce qu'on sait tous à peu près ce que c'est que la biodiversité, mais il faut savoir qu'il y a vraiment une vraie définition de ce terme-là. On va parler de l'anthropocène, on va parler des causes de perte de biodiversité, on va parler ensuite des services écosystémiques,
Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'on fait pour sauver cette biodiversité. Et puis, il y aura toute une partie questions-réponses, comme je vous disais, d'à peu près une demi-heure pour échanger sur tous ces sujets-là. Donc, la biodiversité, qu'est-ce que c'est? Donc, en France, depuis 2016 et la loi sur la biodiversité, elle est définie dans le Code de l'environnement. Donc, je vous ai repris l'article qui dit que la biodiversité, c'est la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes, ainsi que les interactions entre les organismes vivants. Donc vraiment, chaque mot de cette définition est vraiment important et du coup, il y a vraiment diversité à 3 niveaux et aussi diversité des interactions. Donc la diversité au sein des espèces, c'est la diversité des individus. En d'autres termes, c'est la diversité génétique qui est un des fondements de la biodiversité. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir une personne qui va être blonde ou une personne qui va être brune, ou ici on va avoir un lapin qui va être brun, un roux et un bleu. On a la diversité entre espèces, donc c'est le fait qu'on ait plusieurs espèces qui au sein d'un même habitat. Donc en d'autres termes, vous aurez plusieurs espèces qui vont cohabiter dans cet habitat. Et ensuite, on a la diversité des écosystèmes. Donc là, on passe à un niveau encore au-dessus. Donc là, typiquement, vous pouvez avoir deux mêmes habitats. Donc admettons une forêt. Donc là, on voit des arbres. Si vous allez dans une forêt près de chez vous et si vous allez dans une forêt sur un autre continent, il y a fort à parier que vous n'allez pas rencontrer le même type de biodiversité, que vous allez rencontrer des individus différents. Donc voilà, c'est la diversité à ces différentes échelles et les interactions entre les individus à ces 3 niveaux qui donnent le fondement de la biodiversité. Mais du coup, pourquoi on parle de biodiversité aujourd'hui? C'est un vrai sujet et on va le voir en fait que, à notre échelle en tout cas, c'est un sujet depuis maintenant un certain nombre d'années. On en parle parce qu'il y a certains indicateurs qui sont communs avec les précédentes extinctions de masse que la Terre a pu vivre. Sachant qu'une extinction de masse, c'est l'extinction de 75% des espèces terrestres et marines en un temps court à l'échelle géologique. Du coup, pour voir un peu de quoi on parle, je pense qu'il est important de regarder dans le lointain passé de la Terre et comprendre un petit peu ce qui s'est passé lors de ces disparitions massives des espèces. Donc la troisième extinction de masse est aussi connue comme l'extinction du Permien. Donc il y a plusieurs théories scientifiques qui expliquent cette extinction. Donc il y aura eu une activité tectonique et volcanique intense en cette fin de période géologique et notamment il y aurait eu un supervolcan en Sibérie qui serait rentré en éruption et qui aurait entraîné une baisse notable de la teneur en oxygène et une hausse progressive du CO2 dans l'atmosphère. Donc là déjà, on voit qu'il y a quand même des indicateurs qui sont communs avec ce qu'on vit aujourd'hui. Ça aurait aussi entraîné des pluies acides qui auraient détruit les écosystèmes terrestres et ça aurait entraîné une acidification des océans. Donc là aussi, ça nous rappelle quelque chose. Cette acidification, elle aurait détruit les écosystèmes aquatiques tout en baissant la capacité de stockage du CO2 à l'échelle terrestre. Donc on voit que là, on a des événements géologiques majeurs qui auraient conduit à cette extinction, mais qu'en aucun cas, il y aurait eu une espèce parmi les autres qui aurait pris dessus sur toutes les autres et qui aurait significativement altéré son environnement. Donc la cinquième extinction, c'est l'extinction du Crétacé. Donc celle-là, elle est assez connue vu qu'elle a fait disparaître les dinosaures. Le scénario qui est privilégié aujourd'hui par les scientifiques, ce serait une chute d'une grosse météorite qui aurait entraîné entre autres effets des poussières dans l'atmosphère qui auraient elles-mêmes entraîné un refroidissement global. Parce qu'il y aurait eu un dérèglement du forçage radiatif de la planète, donc en gros la capacité de l'atmosphère à renvoyer les rayons infrarouges vers la surface de la Terre et donc de la réchauffer. Donc dans ce cas précis, on aurait eu une baisse du forçage radiatif, donc une baisse de la température. Ce refroidissement, il aurait perturbé les écosystèmes et en plus de ça, les poussières dans l'atmosphère, elles auraient entraîné une perte de photosynthèse. Donc encore une fois, il n'y a pas un consensus scientifique sur l'élément déclencheur, même s'il y a quand même de récentes découvertes qui sont venues vraiment confirmer cette hypothèse de météorite, en particulier un immense cratère au Mexique avec la présence de métaux qui sont normalement pas présents dans ces couches géologiques-là, mais qui sont présents dans les météorites. Du coup, ces scénarios, ils mettent en évidence plusieurs choses. Premièrement, il s'agit d'événements exceptionnels, voire apocalyptiques. Donc, on parle de tectonique des plaques, de volcanisme, de chute de météorites. Deuxièmement, les suites de ces phénomènes ont eu des effets qui ont détruit les écosystèmes et ce sont des effets qu'on connaît malheureusement bien aujourd'hui.
Donc hausse du CO2, acidification des océans, dérèglement de la température. Et troisièmement, ces scénarios, ils ont mis en évidence le fait que ces extinctions, elles ont été brutales à l'échelle géologique, mais elles se chiffrent tout de même en plusieurs années, voire en dizaines de milliers d'années. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle de l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est l'époque depuis laquelle l'homme a une influence significative sur l'écosystème terrestre. Donc même s'il n'y a pas un consensus scientifique pour désigner l'Anthropocène comme étant une époque géologique à part entière, ni pour parler d'extinction, l'idée c'est quand même de dire qu'on vit une vraie crise de la biodiversité et qu'on prend très dangereusement le chemin de cette extinction, et enfin que jamais sur les précédentes extinctions, la disparition des espèces n'a été aussi rapide. Donc véritablement, la question c'est, si on fait rien, peut-on vraiment éviter cette extinction de l'Anthropocène? Et du coup, d'où sortent toutes ces estimations? Comment on sait que la biodiversité a disparu? Déjà, la preuve, on l'a quand il nous arrive de prendre la voiture sur l'autoroute. Quand on était petit, on arrivait en vacances dans le sud de la France, par exemple, le pare-brise était tout moucheté, parce qu'il y avait plein d'insectes dans l'air qui s'écrasaient sur le pare-brise. Aujourd'hui, plus trop. Il y a plus trop ces indicateurs-là qu'on peut percevoir tous les jours. Et sinon, plus sérieusement, il y a vraiment des vraies preuves scientifiques qui nous montrent tout ça. Parce que là, c'est un peu assez rapide de dire que c'est juste ça qui nous indique la perte de biodiversité. Donc il existe un organisme, l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, et une des missions de cette ONG, c'est de tenir un index qui va vérifier l'état d'extinction d'une espèce. On appelle cet index la liste rouge UICN. Donc du coup, pour une espèce observée, on va dire si elle est complètement éteinte, éteinte à état sauvage, en danger critique, en danger vulnérable, quasi menacée, ou si l'état est non préoccupant. Donc ici, je vous ai repris le cartouche Wikipédia qui indique l'état UICN du Manis pentadactyla, autrement connu sous le nom de pangolin de Chine. Donc on peut voir malheureusement qu'il a certainement fait son champ du cygne en nous envoyant le coronavirus, ce pangolin, parce que si effectivement, en tout cas, il s'avère que c'est le vecteur de transmission à l'homme, parce qu'on voit qu'il est en danger critique d'extinction. Euh, du coup, qu'est-ce qu'elle nous montre, cette liste UICN? Elle a servi de base pour chiffrer les espèces qui seront quasi menacées à éteinte d'ici 2030. Donc du coup, ça fait un lien avec ce qu'on se disait sur la slide précédente. Il y a une disparition massive et rapide d'une proportion significative des espèces dans un laps de temps très court. Donc, par exemple, ici, on voit que d'ici 2030, il y aura 40% des insectes qui seront dans un état quasi menacé à éteint. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait cette extinction brutale de biodiversité? Donc en 2010, lors de la conférence mondiale de la biodiversité, il y a 5 principales causes de perte de biodiversité qui ont été listées. Donc la surexploitation de la biodiversité, la modification des habitats, la pollution, le changement climatique et les espèces envahissantes. Il y a des flèches en double sens entre ces causes-là. Ça montre les potentialités qu'ont chacune de ces causes de s'exacerber entre elles. Autrement dit, pour chacune des causes, les conséquences d'une cause va entretenir les causes de l'autre. Donc c'est vraiment des vrais cercles vicieux, et c'est ce qu'on va essayer de décrire dans la suite de cette présentation. Il y en a certains même qu'on appelle des boucles de rétroaction positive, donc une perturbation qui peut autant entretenir et augmenter elle-même sa cause. Euh, on ne pourra pas couvrir dans le temps qu'on a toutes ces causes en détail, mais on va essayer de donner un focus sur celles qui ont trait au climat et à l'utilisation des sols. Même si on va voir qu'en réalité, ces 5 causes, elles sont complètement intriquées, et qu'en vrai, en parlant d'une de ces causes, on va quasiment couvrir les 5. Donc ici, je vous ai remis quelques photos qui illustrent un petit peu tout ça. Donc là, on a l'incendie ici d'une forêt qui est à la fois une modification d'un habitat et qui est aussi causée par le changement climatique. On a ici un frelon asiatique qui est du coup une espèce exotique envahissante et qui va nuire aux écosystèmes locaux ici, en tout cas en Europe. Ici, on a des déchets, donc c'est les déchets en mer, c'est directement une modification des habitats, et pas que en mer d'ailleurs. Et ici, les poissons, ça illustre vraiment la surpêche, et donc du coup une conséquence directe sur la perte de biodiversité. Donc, du coup, on va commencer par le changement climatique. Du coup, vous le savez certainement, on l'a évoqué précédemment,
les océans sont des puits naturels de carbone. Donc, c'est-à-dire qu'ils absorbent et ils stockent aujourd'hui 25% des émissions de carbone anthropiques. Donc, quand je dis anthropiques, c'est les émissions qui sont liées à l'homme. Du coup, le réchauffement climatique, à la base, c'est la hausse des concentrations de CO2 dans l'atmosphère. Qui dit hausse de CO2 dans l'atmosphère dit hausse de CO2 qui va se dissoudre dans l'eau. Donc ça va entraîner des réactions qui vont provoquer l'acidification des eaux. Et c'est cette acidification qui va entraîner une perte de biodiversité marine. Donc par exemple en dissolvant les squelettes calcaires d'une partie de la faune, ce qui provoquera de nouvelles émissions de CO2, entretenant donc ce cercle vicieux. Ici, on vous a remis une citation du GIEC. Les récifs coralliens devraient encore diminuer de 70 à 90% à 1,5 degré, avec des pertes supérieures à 99% à 2 degrés. Et donc, du coup, la conséquence au-delà de l'aspect climatique, c'est vraiment la modification des habitats. La mort des récifs coralliens, c'est aussi la disparition de toute une biodiversité qui pouvait y vivre. Donc, on voit là une des causes dont je vous parlais précédemment, qui va en entretenir une autre. Du coup, on va continuer sur la modification de ces habitats et le climat, mais cette fois en partant de l'agriculture. Parce que d'une part, l'agriculture, c'est le premier facteur anthropique qui contrôle la biodiversité. Donc ici, je vous ai mis un schéma de l'occupation des sols. Ce schéma, il montre que sur les terres habitables, il y a quand même 50% d'agriculture. Donc il faut bien comprendre que c'est cette occupation massive des sols par l'agriculture qui a une conséquence directe sur la biodiversité. Et d'autre part, l'agriculture, elle est responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre anthropiques. Donc ici, ça correspond à ces portions-là, donc les changements d'usage des sols hors agriculture, le changement d'usage des sols causé par l'agriculture, et les émissions liées à l'agriculture, donc le CH4 et le méthane, et le protoxyde d'azote. Donc ici, je vous ai remis une des conclusions d'un rapport du GIEC qui exprime et résume tout ce que je viens de vous montrer. L'usage des sols est responsable d'un quart des émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Principaux contributeurs, la déforestation, le bétail, la gestion des sols et de leur fertilité. Donc voilà, on voit que l'agriculture, d'ailleurs au passage, je parle d'agriculture, mais en réalité je devrais parler d'AFOLU. L'AFOLU, c'est l'agriculture, la foresterie, donc c'est tout ce qui est lié à la forêt et les autres utilisations des sols. Donc du coup, agriculture et AFOLU qui sont en règle générale au cœur du changement climatique. Donc sans s'éterniser sur le sujet, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, on va essayer de voir pourquoi. Donc là ici, je vous ai repris un graphe qui est une estimation des quantités de CO2 stockées par type de terre. Donc déjà, on voit que les terres de culture stockent très peu, à l'inverse des autres types de terres. Donc se pose alors le problème de la transformation des terres, tout simplement. Si on passe par exemple de zones humides, donc celles qui sont en vert ici à gauche, à des terres de culture, donc celles ici en orange, on va libérer une quantité énorme de gaz à effet de serre. Ici, on représente pas le potentiel de stockage, mais ce qui est vraiment stocké. Et du coup, ici, on voit des données qui viennent un petit peu confirmer le problème. On voit que plus ça va, plus les terres qui stockaient du CO2, elles sont remplacées petit à petit par des terres qui n'en stockent pas. Donc du coup, pour faire simple, on libère du CO2. Donc par exemple, la déforestation. Donc dans la majorité des cas, tôt ou tard, le carbone qui était stocké dans les arbres, il va être rejeté, par exemple par l'incinération du bois. 2, on change la capacité de stockage du CO2 en changeant l'usage des sols. Donc vous le voyez bien sur votre graphique, avant on avait des terres qui stockaient du CO2, donc les prairies, les terres humides ou les forêts. Maintenant c'est les terres de culture qui montent en flèche. Donc finalement, on dégage plus de CO2 et on peut en stocker moins. Tout en sachant que là, je vous parle vraiment que du scope de l'agriculture et je ne parle pas des émissions qui viendraient des autres activités humaines. Je parle vraiment que celles qui sont liées à l'usage des sols. Et du coup, c'est quoi le lien concrètement avec la biodiversité? Donc du coup, je vous ai repris quelques exemples de boucles de rétroaction positive liées à tout ce qu'on vient de se dire et liées à la biodiversité. Donc concernant les forêts, on sait qu'elles abritent une biodiversité qui est énorme. Par exemple, les forêts tropicales, elles abritent plus de la moitié des espèces connues. Mais aussi, il faut savoir que les arbres, ils ont un effet régulateur sur l'agriculture. Donc ils permettent la pluie via un phénomène qui s'appelle l'évapotranspiration. Donc finalement, on voit que la déforestation, elle fait baisser les rendements, et il faut plus de surface pour produire, et ça pousse à cultiver sur des plus grandes surfaces, et donc à déboiser de nouveau. Et donc ça détruit toujours plus de notre biodiversité.
Autre boucle de rétroaction ou cercle vicieux, l'agriculture intensive et ses produits phytosanitaires. Donc ces produits, ils impactent la biodiversité des sols et la faune à proximité des cultures, donc les insectes, les oiseaux, et cetera. Et la diminution de cette biodiversité, elle fragilise les sols, elle réduit la capacité des sols à nourrir les plantes et elle fait disparaître des prédateurs qui, en temps normal, ils auraient eu un rôle de régulation des populations de ravageurs. Donc du coup, pour maintenir ce rendement, le rendement agricole, on augmente l'usage de produits phytosanitaires qui vont accélérer le processus et qui vont nuire toujours et encore à notre biodiversité. Donc voilà, on aurait beaucoup d'autres exemples qui montreraient les impacts de l'usage des sols sur la biodiversité, et je pense que vous en connaissez déjà un certain nombre. Donc là, ici, par exemple, on a la monoculture, donc c'est les espèces qui ne peuvent plus mutuellement se protéger. Donc là, on est vraiment dans l'anti-permaculture. On a aussi l'élevage intensif qui va abîmer les sols, donc qui va nuire à la biodiversité de ces sols et qui, en plus, a des conséquences environnementales et sanitaires non négligeables. Et voilà, donc il y a d'autres exemples. Et, donc voilà, je pense que on a bien planté un peu le décor de ce qu'est la biodiversité et en quoi elle est menacée. Maintenant, la question, c'est quelles seront les conséquences directes sur nous de cette perte de biodiversité. Donc c'est la conséquence directe, c'est la perte immédiate et de plus en plus rapide des services écosystémiques. Les services écosystémiques, pour faire simple, ce sont les services et avantages que procure à la vie humaine la nature et la biodiversité. Donc on les classe en 4 catégories. On a les services d'approvisionnement, donc c'est les services qui nous fournissent les biens qui sont nécessaires à la vie, la nourriture, mais pas que, donc il peut y avoir le bois aussi. Il faut bien comprendre que la biodiversité, ça va aussi tôt ou tard créer une rupture dans la chaîne alimentaire et qu'à un moment donné, ces services d'approvisionnement, ils marcheront plus bien, même pour nous. Il y a les services de régulation, donc on les a décrits partiellement tout à l'heure avec l'évapotranspiration, mais il y a pas que ça, il y a aussi la régulation du climat. Donc encore une fois, plus on va abîmer la biodiversité, plus on va entretenir le problème du dérèglement climatique, qui va lui-même nuire à la biodiversité. Donc voilà, là, ça s'exacerbe mutuellement. Il y a aussi la régulation de la dispersion des pathogènes. Donc là, c'est un petit parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. On a eu une surexploitation de biodiversité sauvage, un braconnage totalement illégal d'une espèce protégée, des conditions de détention de cet animal qui est complètement insalubre. Du coup, ça a permis à un pathogène de se développer, et puis on en arrive là aujourd'hui à une grosse pandémie mondiale. On a les services culturels, donc c'est tout ce que la nature peut nous inspirer, les valeurs spirituelles autour de la nature, mais aussi tout ce qui est récréatif. Et enfin, on a les services de soutien qui n'apportent pas quelque chose directement aux hommes, mais qui permettent un bon fonctionnement de la biosphère et de tous les autres services écosystémiques. On peut citer dans ces services de soutien la formation des sols, la croissance des végétaux et aussi tous les grands cycles bio-géochimiques, donc le grand cycle de l'eau. Je parle bien du grand cycle, pas du petit. Le cycle du carbone, le cycle de l'azote, etc., etc. Donc finalement, le directeur de la FAO, il nous a donné une conclusion assez claire. La perte de biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture compromet sérieusement notre capacité à alimenter et à nourrir une population mondiale en croissance constante. Donc là, la croissance, c'est un autre sujet, mais là aussi, elle joue un rôle. C'est vraiment ce mot croissance qui pose aujourd'hui problème, parce qu'on est déjà face à une forte érosion de la biodiversité aujourd'hui, et les enjeux pour demain, avec une population croissante et un environnement qui se dégrade, sont vraiment énormes. L'UNEP a fait plein de projections et toutes tendent à dire qu'en continuant comme aujourd'hui, il faudra mettre en culture plus de terre. Donc, ça revient au précédent graphique, si on utilise plus de terre, on accroît encore le dérèglement climatique. Et par ailleurs, pour couper court aux arguments selon lesquels la technique nous sauvera, l'UNEP a dit que la hausse possible des rendements ne suffira pas, et la mise en culture de 120 à 849 millions d'hectares, soit plus 8 à plus 57% de la surface agricole actuelle, apparaît nécessaire. La FAO sort carrément le chiffre de 70% de production attendue d'ici 2050 pour atteindre la sécurité alimentaire. Donc toutes les instances scientifiques, finalement, elles sont assez unanimes sur le fait que dans des conditions de croissance de population et de risque de difficulté d'accès à la nourriture croissant, et en plus qui sont exacerbés par le réchauffement climatique, parce que perte de production à cause de la sécheresse, coups de chaud, etc., mais aussi moins bonne santé des animaux, il faudra augmenter nos surfaces agricoles, du moins avec nos pratiques actuelles. Donc il y a vraiment urgence de trouver des solutions pour sortir de ce chemin funeste sur lequel l'humanité s'est engagée.
et par là même, du coup, sauver la biodiversité. Heureusement, on ne part pas de rien et des choses existent. La FAO a fait un certain nombre de recommandations et on a déjà pas mal de choses au niveau européen et au niveau français. Alors déjà, pour l'agriculture, il faut encourager les nouvelles pratiques. Donc l'agriculture de conservation, l'agroforesterie, toutes les cultures qui ne stressent pas les sols, donc tout ce qui est exploitation raisonnée. Notez qu'ici, on n'a pas mis le bio dans ces pratiques. C'est pas un oubli, évidemment, c'est un chemin à prendre, le bio, en comparaison de l'agriculture intensive qui utilise des produits phytosanitaires. Mais il faut quand même savoir qu'il y a des exploitations intensives de bio en monoculture. Donc le principal, c'est vraiment de ne pas stresser les sols et leur biodiversité, donc laisser reposer les sols, mettre en place des prairies temporaires dans les exploitations, etc., etc. Et du coup, pour recentrer sur la biodiversité, il y a des initiatives qui existent au niveau législatif. Donc il y a des lois qui évoluent rapidement ces dernières années, avec par exemple la loi biodiversité de 2016, donc c'est celle qui a introduit la définition de biodiversité que je vous ai donnée en tout début de présentation. Il y a un plan biodiversité qui a été porté par Nicolas Hulot peu avant sa démission, qui est assez novateur, où il y a sinon la reconnaissance du préjudice écologique, donc qui impose aux entreprises qui ont engagé leur responsabilité environnementale de réparer leurs dégâts ou à défaut de payer cher leurs bêtises. Donc voilà, en France, on a vraiment un droit de l'environnement qui est quand même assez puissant, mais malheureusement qui est pas toujours appliqué. Donc on est souvent sur des affaires qui sont même si elles sont au pénal, la responsabilité environnementale elle est pas toujours engagée. Mais ça va probablement changer dans les années à venir, mais il faut juste le temps que les institutions évoluent un petit peu. Pour la biodiversité, pour en revenir à ce sujet, on peut aussi parler des zones protégées, telles que les réserves naturelles ou les zones Natura 2000, qui protègent une biodiversité riche et dans lesquelles les activités humaines sont très limitées et surveillées. Il y a aussi tout un ensemble de taxes, par exemple les taxes sur les activités polluantes ou les taxes sur les produits à base d'huile de palme, donc la taxe Nutella qui a vraiment fait parler d'elle ces derniers temps. Du coup, il y a d'autres mesures qui sont aussi à la croisée entre imposées et volontaires. Donc, comprendre qu'il y a un cadre législatif, mais que vraiment rien n'est imposé aujourd'hui. Donc, déjà, d'une part, les normes et certifications, ou la très débattue financiarisation de la nature avec les réserves d'actifs naturels. Donc, je suis sûr on pourra débattre après cette présentation, parce que c'est vraiment un sujet qui est assez particulier. Il y a aussi les aides publiques qui ont été mises en place pour changer les pratiques, notamment pour aider les agriculteurs à changer leurs méthodes. Même si assez souvent la motivation principale pour mettre en place ces aides, c'est plus pour protéger les ressources naturelles comme l'eau que vraiment pour protéger la biodiversité. Et enfin, donc il y a vraiment des initiatives volontaires et c'est vraiment celles-ci aujourd'hui qui doivent vraiment nous faire croire qu'un jour tout ça va évoluer dans le bon sens. Il y a des prises de conscience et des changements de comportement. Il y a des actes de sensibilisation comme celui qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il y a des labels de protection de la nature. Donc, on pense forcément au label biologique, mais il n'y a pas que celui-là. Il y a aussi l'écolabel européen ou les territoires engagés pour la nature. Et plus important, je dirais, c'est les changements de mode de consommation. Parce qu'on l'a vu, la biodiversité, elle paye très très cher notre agriculture intensive et peu respectueuse de l'environnement. Donc vraiment changer nos modes de consommation, c'est consommer moins, c'est consommer mieux. Et rien que pour ça, il y a des leviers, mais aussi des menaces, parce que c'est pas si simple que ça. Mais consommer moins, c'est vraiment baisser la demande, et c'est une des premières choses pour baisser la demande, c'est d'éviter le gâchis, par exemple. Donc à l'échelle européenne, c'est 32% de la nourriture qui est gâchée. Ce graphique, il montre comment. Donc on voit que pour la moitié, c'est le consommateur qui est responsable de ce gâchis. Donc typiquement, il faut acheter moins. Faut pas vider les rayons quand il n'y a pas de problème. Déjà rien que ça, c'est un très bon début. Mais aussi acheter des produits de saison qui vont pas pourrir à vitesse grand V parce que leur croissance elle aura été dopée aux intrants. C'est agir pour la biodiversité, pour la sécurité alimentaire à son échelle, et c'est éviter ce gâchis. L'autre poste majeur de gâchis, c'est ce qui est abandonné par l'agriculteur car hors calibre. Passer à une agriculture responsable qui ignore tous ces critères de calibration de légumes, ça permettrait de limiter significativement nos besoins en terres agricoles, en tout cas sur les terres qui sont nécessaires pour la consommation alimentaire, donc les terres vivrières. Donc l'autre axe d'amélioration qui est apparu un petit peu trop tôt, là, c'est la consommation de viande. On le voit sur le graphique du bas ici, l'utilisation des terres de pâture est énorme et cette utilisation augmente significativement. Donc on utilise énormément de surface agricole pour l'élevage.
Donc du coup, c'est de la terre de pâture qui n'est plus disponible pour qu'une biodiversité puisse se développer. Par ailleurs, l'élevage, il a un impact significatif sur le changement climatique, qui a du coup un impact sur la biodiversité. Donc je vous ai mis ici la quantité de CO2 émise par kilogramme de protéines animales, et je vous ai mis la comparaison avec certaines protéines végétales. Donc sachant que, pour comparaison, le riz émet quand même beaucoup aussi, mais on est quand même à quasiment 300 kg de CO2 pour le bœuf versus 20 kg pour le riz. Donc manger moins de viande, in fine, c'est limiter le besoin de surface en espace de pâture, c'est limiter, libérer de la terre pour permettre à la biodiversité de se redévelopper, et c'est limiter ces émissions de façon à la fois directe, donc en limitant directement les émissions de méthane des ruminants ou les émissions liées au transport sur toute la chaîne de production de cette viande, mais c'est aussi limiter ces émissions de façon indirecte, car qui dit libérer de l'espace dit potentiellement usage des terres avec des sols qui seront potentiellement capteurs de carbone. Donc dans un scénario idéal, reforester. Il y a aussi un enjeu ici sur les pays en voie de développement qui ont tendance à augmenter leur consommation de viande. Donc là, il y aura certainement besoin d'un engagement international ou au moins que l'Europe montre la voie sur ce qu'il faut faire pour que les instances internationales nous suivent. Du coup, ça fait une assez bonne transition sur le dernier élément dont je voulais vous parler, la PAC. La PAC, c'est la politique agricole commune. Elle a été créée il y a maintenant plus de 50 ans, donc c'était après la Seconde Guerre mondiale, c'était à l'époque où il y avait tout à construire, et notamment des zones rurales à soutenir et une industrie agricole à redynamiser parce que, suite à la guerre, et parce qu'il y avait beaucoup de monde à nourrir et peu de moyens en place à ce moment-là. Aujourd'hui, les problématiques, elles sont complètement différentes. Il y a un vrai enjeu de réforme de cette PAC pour favoriser les bonnes pratiques agricoles, pour initier une transition écologique des agriculteurs et redonner du pouvoir aux producteurs locaux, et j'en passe. Du coup, il y a des consultations publiques qui sont en cours et qui reprendront à la fin du confinement très certainement. Il y a une plateforme en ligne, donc là je vous ai mis le lien, c'est impacton.débatpublic.fr. Et nous, en tant que citoyens, on peut faire des propositions pour la réforme de cette PAC. Chez Citoyens pour le climat, on a préparé un kit de mobilisation qui comprend quelques mesures à proposer. Donc on vous partagera le lien à la fin de la conférence. Et dans ce kit, vous retrouverez beaucoup de choses qu'on s'est dit durant cette demi-heure et qui concernent un petit peu toutes ces problématiques. Du coup, pour conclure cette présentation, une petite citation du GIEC. Tous les scénarios du GIEC limitant le réchauffement global à 1,5 degré soulignent la nécessité de retirer de l'atmosphère entre 100 et 1000 gigatonnes de CO2 d'ici la fin du siècle, et considèrent que l'afflux pourrait contribuer à hauteur de 70 à 525 gigatonnes de CO2. Donc voilà, j'ai essayé de vous résumer en une phrase tout ce que j'ai pu vous dire durant cette demi-heure, et concrètement, c'est la reconquête de la biodiversité passera obligatoirement par la reconquête de l'agriculture et de l'usage des sols. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas avoir dépassé la demi-heure. Donc voilà, n'hésitez pas à commencer à poser vos questions, parce qu'on est, comme je vous le disais, on a un certain nombre de médiateurs scientifiques de CPLC à être connectés ce soir. Voilà, vous pouvez poser autant de questions et débattre de ces sujets. Merci à tous, merci Guillaume. C'est du coup moi qui ai pris les questions pour que vous puissiez suivre. Donc je vais te les donner au fur et à mesure. N'hésite pas à t'appuyer sur moi si tu n'es pas complètement sûr de ta réponse. Ouais, bien Je suis sûr. Ouais. aussi là en backup pour ça. La première, c'était une question de Clémentine qui disait qu'il est commun de dire dans le monde agricole que les pâturages permettent de stocker du CO2. C'est toujours faux. Je suis pas sûre d'avoir compris ce que tu voulais dire, Clémentine. Donc, si tu veux repréciser. Ouais, vous m'entendez là? Oui. Oui. Dans la slide que tu as montrée avec l'augmentation des surfaces dédiées à... Attends, je ne sais plus. C'était... tu vois, tu as voilà. Ou alors, j'ai pas trop compris. Donc, on voit qu'effectivement, les surfaces de forêt et de prairies diminuent au profit des pâtures et terres cultivées. Et tu as commenté cette slide en disant que finalement, c'était des terres qui n'avaient pas de capacité de stockage pertinent. En fait, si tu veux, les forêts et les prairies,
sont des terres qui vont stocker du CO2 aujourd'hui. Ouais, Le fait de remplacer ces terres par des terres qui n'en stockent pas, c'est un double problème, parce que d'une part, tu vas potentiellement émettre oui, le oui. CO2 qui était stocké sur Excuse-moi. ces terres-là. Non, c'est juste que, justement, c'est ce que tu viens de dire. Les pâturages sont considérés par nombreux agriculteurs comme justement Ah, des terres qui stockent du CO2 et qui sont, en fait, si tu veux, équivalentes à des prairies. alors là, ça, je suis pas au courant. Aline, est-ce que tu peux confirmer ça? Oui, il faut juste que je règle mon micro. Euh, Effectivement, en fait, Clémentine, il y a deux choses là. Il y a d'abord, ce qu'on montre là, en fait, c'est leur stock effectif. C'est pas la quantité qu'ils sont capables de stocker par année, c'est la quantité Oui, qu'ils oui, stockent par oui, hectare. Donc ça, tu avais bien ouais, suivi. Et après, sur la question de les prairies de pâture qui stockent du carbone, c'est effectivement le cas, hein. Enfin, ça a un vrai impact et notamment, ça stocke beaucoup plus de carbone que les terres de culture. Mais en fait, il faut vraiment le prendre dans ce sens-là, c'est-à-dire que ça stocke plus de carbone que les terres de culture. Donc, c'est mieux que de la terre de culture. Pour autant, ça reste moins intéressant que de laisser repartir une forêt ou de laisser repartir une prairie naturelle. ok, Mais merci. effectivement, il faudrait peut-être mettre sur le graphique de gauche la capacité des terres de pâture, du coup. Ouais, on pourra effectivement réfléchir à ça. La deuxième question, c'était une question de Vincent qui demandait la perte de biodiversité possible à l'horizon 2030, elle est calculée à partir de quelle période de référence? Alors, je pense que tu parles de la slide où il y a les différentes bestioles là, avec leur pourcentage. Et si c'est ça, c'est lié à une publication de Sanchez et Bayo que je peux te transmettre. Et c'était à partir de maintenant, en fait. Enfin, si tu prends ce qu'il y a maintenant, euh, quel pourcentage des espèces risquent d'avoir disparu ou d'être en danger d'ici 2030. Je mets la slide, je mets le lien dans le chat. Super. Et donc, juste pour, excuse-moi, je peux prendre la parole? Vas-y. C'est Clémentine à nouveau. Ah, ouais. Souvent, la question qui revient, c'est est-ce que c'est des pourcentages d'espèces au sein des mammifères, des insectes ou des oiseaux, ou est-ce que c'est des pourcentages d'individus au sein d'une espèce? Ou est-ce que c'est les deux? Là, en l'occurrence, c'est les espèces, des espèces qui Ok, vont disparaître entièrement. ok. Je vous ai mis la publication pour référence. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose du coup, Guillaume? Ah non, j'ai rien à rajouter. Ça marche. Il y a une Peut-être, autre question de Aline. Vincent. Ouais, vas-y, dis-moi. Ouais, juste un petit mot justement pour Clémentine. La définition d'une extinction de masse, c'est pas en termes d'individus, mais en termes d'espèces qui disparaissent. Donc c'est trois quarts des espèces qui disparaissent complètement. Et donc du coup, ça permet cette illustration-là, elle parle aussi du nombre d'espèces. Et en gros, ce que ça dit, c'est qu'on est à un tiers d'une extinction de masse. Oui, Je recoupe mon micro parce que le son est affreux. Un commentaire sur la référence à Sanchez Bayo. Là, c'est Albert. Sanchez Bayo, c'est une référence qui normalement parle que des insectes. Et après, c'est une référence qui ne fait pas référence à la disparition des espèces, mais à la disparition des individus. Donc à la baisse de quantité d'individus parmi les espèces. Ok, c'est pas ça que j'avais en tête. Et effectivement, l'autre partie, c'était l'UICN, les chiffres de 2018. Ouais, par contre, UICN, oui, c'est là où on peut trouver des références sur à peu près toutes sortes d'êtres vivants. La question suivante était une question de Vincent qui demandait, alors c'est pareil, je vais peut-être avoir besoin que tu la reprécises, qui demandait si la diminution des rendements de l'agriculture bio et donc l'augmentation non nécessaire des surfaces agricoles était compensée par le gain en biodiversité dans ces zones. Et la question que je me pose moi pour te le faire préciser, c'est qu'est-ce que tu entends par compenser? C'est-à-dire qu'on parle de deux choses très différentes. On parle d'un rendement de nourriture face à de la biodiversité. C'est deux aspects qu'on a à prendre en compte en agriculture. Euh, C'est-à-dire, est-ce que le gain en biodiversité qu'on gagne avec le bio, c'est-à-dire en diminuant les intrants, est-ce qu'il compense la perte qu'on va avoir en biodiversité en augmentant les surfaces?
Alors ça, Pour moi, je c'est ne deux suis choses qui pas sûre sont, qu'on ait ces informations-là. ouais, c'est deux choses qui sont complètement différentes en fait. D'autant plus que le bio, il y a du bio aussi où tu as de la monoculture en bio, donc qui va pas forcément avoir. Alors oui, il va avoir un impact positif sur la biodiversité dans le sens où il y aura pas d'intrants, il y aura pas de produits phyto. Par contre, tu seras toujours en Alors, monoculture. Donc, J'ai, pa- par rapport à la deuxième partie de ta question, Valentin, euh, j'ai l'impression que en fait, tu pars du principe que agriculture bio implique augmentation du terrain euh, à produire. Alors, peut-être que pour les céréales, si on veut, comme en général, un céréalier, quand il passe en bio, il a une baisse de rendement qui est de l'ordre de 30%. Donc, si on imagine que tous les céréaliers passaient en bio et qu'on voulait produire la même quantité de nourriture, il faudrait effectivement compenser cette baisse de rendement. Mais en fait, on n'en sait rien, parce que là, c'est une extrapolation uniquement mathématique. Par contre, les éleveurs, quand ils passent en bio, ils partent du principe que comme ils vont gagner plus, ils produisent moins. Là encore, on ne sait pas si ça durera très longtemps, ce modèle économique où finalement le bio est valorisé par rapport au conventionnel, mais ça implique aussi de diminuer la quantité de viande qu'on produit parce que finalement l'agriculteur s'en sort mieux financièrement et n'a pas besoin de produire plus pour gagner plus en fait. Ce qui est souvent la chose qui drive la surproduction. après, on a aussi la consommation qui rentre en jeu. Si tu produis moins mais mieux et que toi, tu arrives à en vivre, c'est super. Mais si les gens n'ont pas assez de nourriture, ils vont de toute façon se tourner vers un autre type d'agriculture qui pourra leur fournir plus. Juste pour qu'on garde bien ça en tête, il y a vraiment des façons de faire de l'agriculture, y compris bio, y compris avec des phytosanitaires même en bio, hein. Et il y a des pratiques agricoles, même bio, qui peuvent être presque plus délétères, voire plus délétères pour la biodiversité que des pratiques conventionnelles. Donc ça, c'est des choses à un peu garder en tête sur lesquelles on pourra revenir. Je pense que ça rejoint un peu la question d'après de Vincent, qui était de dire est-ce que ce serait pas plus intéressant en fait de développer un autre label que les labels bio pour typiquement l'agriculture de conservation ou d'autres types de pratiques qui seraient vertueuses. Guillaume, est-ce que tu as de la réflexion sur ça ou est-ce que tu veux que je réponde moi? si si t'as la réponse, vas-y, je t'en prie. Il n'y a pas de réponse simple, évidemment. En fait, il faut aussi voir que toutes ces questions, notamment les questions de sol, mais aussi les questions de biodiversité, hein, c'est des questions qui sont relativement neuves, sur lesquelles on a peu de recul, sachant que c'est d'autant plus difficile d'avoir du recul que les cycles agricoles, ce sont des cycles longs. On est souvent sur un cycle de plusieurs mois, voire une année complète. Sur les animaux, j'en parle même pas. Donc, c'est très compliqué de faire évoluer les pratiques et d'avoir des retours rapides sur une nouvelle pratique. Est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'elle fonctionne bien? Là, il y a en ce moment beaucoup de discussions sur l'agriculture de conservation des sols, qui en l'occurrence est en général pas une agriculture bio parce qu'elle est difficile à mettre en place en bio et qui du coup a recours aux herbicides. Il y a toute une discussion sur est-ce que oui ou non elle stocke plus de carbone dans les sols et est-ce que du coup c'est vers ça qu'il faut aller. Un sujet que je suis à de multiples titres, à la fois comme journaliste et comme agricultrice. Je n'arrive toujours pas à avoir de vision claire de ça parce qu'en fait, on est vraiment encore sur le tout début de ces pratiques et de ces questions. Donc, il y a effectivement, comme le mentionne, qui est un label qui est bien, bien, bien plus poussé que le label bio, qui se pose vraiment des questions d'efficacité et de résultats. Alors que le label bio, et encore une fois, je suis certifiée en bio, donc je ne crache pas dans la soupe, hein, mais c'est un label qui est basé sur une obligation de moyens, ce qui change quand même assez largement les choses. Et ça implique, enfin ça, c'est plutôt du côté des petits gestes, mais ça implique de plutôt connaître ses agriculteurs plutôt que de faire confiance à des labels. En tout cas, Vincent, sur cette question-là, elle n'est pas du tout tranchée. Je pense que oui, il faut pousser pour des labellisations qui soient plus drastiques et qui soient surtout attachées aux résultats. Mais c'est pas comme si on pouvait dire, bah, c'est facile, il suffit de faire comme ça. Ok, merci beaucoup pour ta réponse, Aline. Et pour la partie, alors il y avait une question de Clémentine sur laquelle on a un tout petit peu répondu sur quand on parle de nourriture gâchée, est-ce que ça signifie ne participant pas à l'alimentation humaine ou non utilisée du tout? Guillaume, tu avais regardé ça ou pas? Bah, t'as la moitié qui est vraiment gâchée par le consommateur, donc
Après, sur la proportion alimentation humaine versus alimentation animale, tu veux dire? Non, Clémentine, je crois que ce que tu voulais savoir, c'est si c'était vraiment, enfin, si on s'en Oui, servait pas du tout. en, Ouais, en fait, vas-y. bon, c'est très à la marge, hein, mais il y a certains pays qui font beaucoup de méthanisation à partir de déchets alimentaires. Bon, on produit du gaz hein, qui finalement finit dans l'atmosphère, donc c'est pas non plus top. Mais est-ce que c'est vraiment de la nourriture? Et puis oui, puis il y a l'alimentation animale, excuse-moi. Oui, c'est ça. Pour les chats, les chiens, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Là, je crois en tout cas que sur ces chiffres-là, on parle d'alimentation pour l'homme et on parle de quasiment en équivalent en termes de calories produites, quelle quantité arrive dans ton assiette et surtout dans ton corps D'accord, par rapport ok. à ce qui a été produit. Ok.